je vois pas comment on peut être patron d'une boîte et décemment se balader dans ses équipes et se dire qu'on gagne 1000 ou 1500 fois plus que le salaire moyen. Bienvenue dans After Work où on parle boulot, mais version détente. Aujourd'hui, je reçois Samuel Durand, explorateur du futur du travail. Il a parcouru plus de 10 pays pour comprendre comment on bosse ailleurs et il partage ses découvertes à travers des documentaires, des BD, des conférences et une newsletter. Samuel, c'est un peu le Indiana Jones des RH. Il part en expédition pour dénicher les meilleures pratiques et nous aider à repenser notre manière de travailler. Aujourd'hui, il va nous raconter ce qu'il a vu, ce qui l'a inspiré et ce qu'on pourrait appliquer chez nous en France. Prêt pour le voyage? C'est parti! Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton parcours, ce que tu as fait dans la vie et ce qui t'a amené à t'intéresser à tout l'univers RH? C'était un immense hasard, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'ai fait une prépa à une école de commerce, et en école de commerce, tu fais 2 stages de 6 mois, normalement, en entreprise. Et à ce moment-là, j'avais déjà goûté au travail en faisant une vingtaine de missions en freelance, et j'avais monté une première boîte qui était une marque de vêtements. Et donc, j'avais goûté au travail de façon très autonome au départ. Et quand vient ce stage, je me dis, je ne me vois pas être dans un truc un peu monotache dans lequel j'ai assez peu d'autonomie. Et je voyais les grandes boîtes qui venaient recruter sur le forum d'entreprise du style en costume à la défense. Je me dis, ah, Okay. surtout pas. Et donc je me dis, il faut aller voir le travail qui me plaît un peu plus. Tu vois, qu'est-ce qui pourrait être différent? Et je commence à voir des articles, des podcasts sur des boîtes qui ont des managements un peu différents. Tu vois, Libéré, du full télétravail, des trucs qui font un peu rêver. Et je me dis, allons explorer un peu à quoi ça pourrait ressembler le travail de demain. Et je me lance dans une learning expedition. Je suis parti à l'époque, c'était en 2018-2019, à la rencontre d'une centaine de pionniers. C'est quoi une learning expedition? C'est un truc qui existe ou c'est toi qui appelles ça comme ça? Alors non, je crois que ça existe. Okay. Le fait c'est un voyage d'apprentissage, tout simplement. Ça veut dire que tu veux. Alors ça se fait beaucoup en entreprise. Tu as des boîtes qui vont sur une thématique précise aller rencontrer des pionniers. Et moi, je l'ai fait sur ce sujet d'innovation managériale, organisationnelle, en termes d'outils aussi, et de façon même d'envisager le travail plus philosophiquement. Et j'ai fait comme ça la rencontre d'une centaine de personnes dans 12-13 villes du monde. Et j'ai mis le pied dedans, comme ça. Et en fait, en rentrant, j'ai écrit un rapport d'études qui racontait tout ce que j'avais appris. C'était un grand PDF de 250 pages. Et en l'écrivant, je me suis dit que c'était un sujet qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai continué à le creuser. Et par contre, je me suis dit que le format n'était pas du tout ludique et qu'il fallait faire des choses beaucoup plus sympas. Parce que personne n'avait envie de lire 250 pages de PDF. Donc je me suis mis à faire des documentaires. Plus tard des BD, des expos photos, plus récemment un comedy club, des événements, toujours à destination de la sphère RH. Ok, et ça c'est en t'entourant après de professionnels de chaque secteur d'activité que tu fais ça. En fait, toi tu as l'idée et après tu vas chercher un peu les personnes qui vont t'aider à la mettre en vie, quoi. Ouais, moi je reste indépendant et après je bosse avec une dizaine de personnes souvent sur les projets qui m'accompagnent. Il y a une boîte de prod qui sont devenus des amis en cours de route, avec Spelcom, qui ont fait tous les documentaires depuis le début. Et c'est aussi une des grandes parts du fait qu'on continue à le faire. Je pense que j'aurais pas eu envie de faire autant de documentaires si c'était pas avec eux. Et on a noué une amitié qui est très cool pour partir. En même temps, quand tu pars sur des semaines de tournage, t'as intérêt à bien t'entendre avec l'équipe, sinon c'est un peu relou les trajets. Et là, du coup, pour parler un peu juste rapidement du documentaire qui est l'actualité en ce moment, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi ça parle et qu'est-ce qui a lancé l'envie de le faire, celui-ci? Alors là, on sort le 5e documentaire, Skills Make It Work, et c'est un documentaire qui nous a pris 1 an à filmer, comme chaque documentaire, ça fait 5 ans, 5 documentaires. L'idée nous est venue à la sortie du précédent. L'année dernière, on avait creusé l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, et en fait, en mettant le doigt sur ce sujet d'une transformation qui venait, elle, de la technologie, on a mis le doigt sur le sujet des transformations, qui est le même, peu importe qu'elles viennent de révolutions technologiques, que ça vienne d'une réglementation, que ça vienne d'un dérèglement climatique et donc de la pression sur les entreprises sur ces sujets-là, que ça vienne d'une transition démographique. En fait, les gens se posent la même question, quelle va être ma place dans cette nouvelle organisation? Les entreprises se demandent comment est-ce qu'on fait pour avoir les bonnes compétences au bon moment. Et donc on a choisi ce sujet-là et on s'est rendu compte rapidement que tout le sujet, ça allait être la compétence. Mais comme c'est un sujet qui est très RH et que c'est des documentaires qu'on veut diffuser dans des sphères au-delà de juste ce petit monde de travail, c'est diffusé sur des plateformes grand public, on le retrouve partout dans le monde, il faut que ce soit un sujet qui parle à tout le monde. Donc on l'a tiré sur le côté grand public en prenant des exemples qui sont des grands sujets de société. Pour illustrer cette réflexion sur les compétences. Et puis après, on reprend tous les codes de l'entertainment avec des belles images, des belles musiques et un montage un peu dynamique qui fait qu'on rentre dans le sujet rapidement.
Ok. Et dans ces documentaires-là, en tout cas dans celui-ci, vous allez un peu partout, vous restez pas focus sur la France, vous allez voir dans d'autres pays aussi. Et ça, comment vous avez sélectionné les pays, enfin comment ça s'est fait? Bah, alors, la patte de Work in Progress, c'est toujours d'aller récupérer les meilleures pratiques à l'international. Ça Ok. vient de cette Learning Expedition à l'époque, tu vois, cette envie d'aller se dire, il y a des bonnes pratiques un peu partout. Donc, on a filmé en France, on a trois des intervenants sur 10 à peu près qui sont en France. Et on a été aussi du côté du Danemark et du côté du Japon pour ce documentaire. Il y a des gens qui sont très bien identifiés, comme Heather McGowan, tu vois, qu'on filme, qui est une grande conférencière aux États-Unis. Et elle est, voilà, elle est bien connue. Tu en as d'autres, c'est beaucoup de recherche. Je me retrouve à diguer sur des Mm. podcasts ou des vidéos YouTube qui font 40 vues. Mais pour aller trouver les bonnes personnes, en fait, quand on écrit le doc, on se dit bah, qui est la meilleure personne ou le meilleur exemple pour incarner cette réflexion qu'on veut voir. Et donc voilà, en fait, là, typiquement, quand on voulait parler de transition démographique, bah, il y a un pays qui vit aujourd'hui ce que nous, on vivra dans 20-30 ans à peu près en termes de pyramide des âges, c'est le Japon. Donc Mhm. il fallait aller là-bas. Là-bas, on avait besoin d'exemples d'entreprises qui sont pionnières. Donc pas évident, parce que les Japonais, ils ont un rapport compliqué à l'anglais. Mm. Et là, c'était peut-être beaucoup plus galère qu'au Danemark. Et puis on avait vu des chercheurs, des sociologues, des assos aussi locales. On essaie à chaque fois d'avoir un peu un panorama. On a failli avoir le gouvernement, mais ils nous ont expliqué que c'était 6 mois de délai entre nous. Ouais. Il fallait contacter au moment de tournage, minimum. Et je dis, ouais, on n'est Mm. pas au même rythme. Nous, dans 6 mois, il sera sorti le documentaire. Mm. Mais voilà, donc on choisit des pays et des personnes en fonction de la thématique et on essaie d'avoir un mix de gens identifiés, connus, parce qu'il nous faut toujours une ou deux grosses têtes d'affiche pour un film. Ouais. Et puis après, des gens surtout très pertinents sur la thématique et qui ne sont pas toujours très visibles. Ok. Ouais, du coup, c'est quand tu dis pas très visible, ouais, il y a vraiment un travail de recherche aussi en amont, de sélection, d'analyse et tout de votre côté. C'est pas les entreprises spécialement qui viennent te voir et qui nous on veut parler. C'est vraiment vous aussi qui avez ce travail de sélection, quoi. Ouais, parce qu'en fait, dans le cadre d'un documentaire, toute l'écriture, elle se fait à deux moments. Elle se fait dans la sélection des gens que tu vas interroger et ensuite au montage. Mais il y a un énorme travail, comme on se déplace, tu vois, ça nous coûte des milliers d'euros à chaque fois Mm. qu'on se déplace avec le matos, avec les équipes. On ne peut pas se permettre d'aller filmer pendant un an des trucs et on en jette 90%. Ça Ouais. ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas le budget pour faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je verrouille en amont. Tu vois, je me fais une liste de 50 personnes, de boîtes que j'aimerais aller voir. Et puis, je les appelle. Et je réduis en me disant qui est vraiment la personne la plus pertinente, la plus authentique, la plus sincère pour parler de ces sujets-là. Et puis on va sur place et globalement ça se passe quasiment toujours bien. Tu vois, sur les 5 documentaires sur 50 personnes, il y en a peut-être 5 qu'on n'a pas mis dedans Ok. à la fin. Et c'était pas parce que c'était pas bien sur le fond, c'est que parfois sur la forme, les gens, tu vois, sont pas très à l'aise face Mhm. caméra et ça peut te ruiner un truc qui serait très bien à l'écrit mais qui marche pas du tout. Ok. Et c'est pas leur faire un cadeau non plus que de les mettre dans un documentaire où il y a d'autres gens qui sont Très très bon. très bons orateurs et tu mets à côté quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent mais qui en fait ne dit pas bien, ça fonctionne pas. Ok. Qu'est-ce que tu as pu constater du coup en voyant, si tu compares par rapport à la France, comment tu t'analyses ça et le travail qui est fait ailleurs et le travail qui est fait en France? Est-ce que ça se suit ou globalement c'est assez différent suivant les pays vraiment Si on parle vraiment au sens large sur les bonnes pratiques du futur du travail, moi j'ai le sentiment qu'on ne peut pas trop faire de généralité en termes de pays, parce que ça dépend surtout de l'envie des dirigeants. Mhm. Et j'ai vu des très bonnes pratiques aux États-Unis, comme j'ai vu des pratiques affreuses, autant que j'en ai vu en France, autant que j'en ai vu en Belgique ou au Vietnam. Donc c'est très dur de faire des généralités. Moi, Ouais. je vois quand même un peu une différence en termes de société individualiste ou collectiviste. Tu vois. Il y a quelque chose de très différent qui se passe dans les pays occidentaux versus le Japon ou la Chine, où là, tu as un rapport au travail qui est très différent. Ok. Où c'est un des sociologues japonais qu'on interviewe qui nous dit, vous les Européens, vous travaillez juste assez pour avoir du temps et de l'argent pour ensuite vivre votre vie, parce que la Mhm. vie, elle commence en dehors du travail, alors que nous, on travaille énormément. Et puis s'il reste un petit peu de temps, ça va devenir du loisir. Ok. Mais les Japonais, typiquement, c'est à peu près 10 jours de vacances par an. Ils en prennent que 5 en Ah oui, moyenne. ok. Donc c'est dire le rapport qu'ils ont au repos, alors ce qui est problématique par ailleurs, hein. On en parle dans les documentaires, mais Parce qu'ils ont des horaires comme nous, enfin classiques, ou donc ils ont des plus petites horaires ou non? non, ils travaillent énormément. Ils Ouais, travaillent, ok, donc ils travaillent c'est beaucoup, vraiment- ils travaillent ok. beaucoup plus que nous. Et ils ont un phénomène qui s'appelle le karoshi, c'est la mort par excès de travail, Ok. et qui est un phénomène qui est bien documenté et que le gouvernement a pris à bras le corps parce qu'ils ont cette problématique de gens qui font. Et alors ils ne produisent pas, c'est que c'est beaucoup de présentéisme en fait. Ah ouais, ok. C'est qu'il y a le travail et puis il y a le fait de faire semblant de travailler. Et il y a beaucoup de ça. C'est une vraie pièce de théâtre. On en parle dans le troisième documentaire Time to Work et le sociologue qui lui a vécu
en Suède et aux États-Unis a ce regard un peu critique sur son propre pays. Et en même temps, tout n'est pas acheté parce qu'au Japon, quelque chose qu'on a oublié un peu en France, j'ai l'impression, c'est l'amour du travail bien fait. Tu vois, c'est le fait d'accorder beaucoup d'importance au processus aussi et pas que au résultat final. De se dire, en fait, quand je fais quelque chose, même si c'est une tâche extrêmement simple, je la valorise et c'est hyper gratifiant pour la personne. Et il y a des gens qui nous expliquaient, sur des choses très simples, des gens qui guidaient dans le métro les passagers. On peut imaginer qu'on se rend tous compte d'où est la porte, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un. Mais il y a ce service-là et le geste est bien fait et la personne, elle s'éclate à faire ça. Et je dis, ça, on aurait du mal à le retrouver, c'est vraiment une mentalité très très différente. C'est vrai que c'est comme dans certains pays, il y a encore les personnes qui te mettent l'essence dans les voitures. Nous, ça n'existe plus ça. Non. Est-ce que du coup, tu as en tête une boîte qui t'a vraiment marqué? Tu y penses encore aujourd'hui ou c'est une de tes références quand on parle? Il y en a énormément. Il y en a vraiment énormément. J'ai beaucoup aimé Ben & Jerry's qu'on a rencontré pour vraiment la congruence entre les mots et les actions. Quand ils expliquent qu'ils sont indépendants et qu'ils s'engagent sur les sujets de société, ils le font vraiment. Et là, actuellement, ils sont en train de se battre pour se sortir de l'étau de la maison mère. Ils avaient été indépendants de leur création jusqu'aux années 2000. Là, ils avaient été rachetés par Unilever. Et ils prenaient position sur les sujets de société, sur l'environnement, sur la justice sociale, sur la mixité, qui étaient parfois contraires à des positions de la maison mère. Et donc là, ils se séparent, mais ils vont au bout de leurs actions. Et il y a un vrai engagement, et ça, c'était assez fort. On retrouve chez Patagonia aussi, c'est une boîte bien connue. Après, il y a une boîte qui n'est pas très connue du tout, mais qui est formidable, qui m'a bien marqué, c'est Mindira. Ils sont basés au Portugal, c'est une boîte qui fait du développement web et mobile, d'applications. Ils sont à peu près 1000, ils ont 8-10 ans d'existence aujourd'hui. Et eux, donc c'est une entreprise qu'on pourrait considérer comme libérée, mais ils ne se présentent pas comme ça du tout. Ils ont juste une énorme autonomie qui est laissée à chacun. Et cette autonomie, elle démarre dès l'arrivée des collaborateurs dans l'organisation. C'est-à-dire que quand tu viens, tu rejoins un département. C'est-à-dire toi, Léa, tu rejoins le département RH. On ne va pas te dire ce que tu dois faire, ta fiche de poste. Ton job dans les premières semaines, ça va être justement de créer cette propre fiche de poste. Et tu vas le faire en allant regarder tous les projets qui existent. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vas resserrer petit à petit et tu vas naturellement te diriger vers là où tu imagines qu'il y a le plus besoin de dépenser du temps et de l'énergie, parce que tu as fait une sorte de petit audit avec ton œil frais et neuf qui vient de l'extérieur, et en même temps ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est une confiance qui est donnée a priori, que je trouve formidable. Oui, ça veut dire que si je ne réponds pas aux besoins que l'entreprise avait à l'origine, le recrutement est un peu raté pour eux, non? Comment ça se passe si ça ne rentre pas dans ce qu'ils voulaient? En fait, ça reste une conversation. C'est pas juste toi qui dis « moi j'ai envie de faire ça ». Tu arrives dans un département, on te dit en fait, là il y a plein de projets. Tu vas dans le département RH, est-ce qu'on va s'occuper du recrutement? Est-ce qu'on va s'occuper du process d'onboarding? Est-ce qu'on va s'occuper, je sais pas, de la politique D&I? De quoi est-ce qu'on va s'occuper là en ce moment en RH? Tu vois, est-ce que c'est de la paye? Et en fait, toi, en fonction de tes compétences et de là où tu te dis, là il y a vraiment besoin de mettre un focus là-dessus, tu vas te diriger assez naturellement. Et ce sera une conversation avec le reste des équipes, évidemment. Mais on te donne cette latitude, on te dit pas quand tu arrives, non, voilà ta fiche de poste, on attend que tu fasses ça, voilà tes objectifs. Et tu as vraiment ce temps d'acclimatation. Et c'est intéressant, au-delà de l'autonomie, ça permet d'avoir à l'entreprise un audit permanent avec tous les nouveaux membres qui arrivent, de tout ce qui se passe avec cet œil frais. Et ça, c'est hyper précieux. J'ai trouvé que cette pratique était très chouette parce que l'autonomie, c'est coutume de la donner au bout de 6-12 mois, tu vois, quand la personne a un peu fait le tour de son job, elle a pris un peu en main la boîte. Et le fait de dire, non mais on t'a recruté, maintenant on se fait confiance, on te la donne tout de suite la confiance. Et ça, je trouve ça formidable. C'est qui pour toi le meilleur élève du process suivi RH en Europe? Je ne sais pas si c'est le meilleur élève parce que j'ai l'impression que chaque boîte a des avantages et des inconvénients et t'as toujours... Et d'ailleurs, la plupart des pionniers mesurent surtout ce qu'il leur reste à faire plutôt que ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que souvent, ils ne sont pas très connus. Et il y a une boîte que j'ai trouvée très intéressante dans la façon d'envisager sa carrière sur le long terme à l'intérieur et d'avoir un très bon suivi du process RH, c'est Lucas. Lucas, c'est un SIRH, donc peut-être que le fait qu'ils aient un produit qui soit RH les aide aussi à avoir une bonne culture en interne et des bons process internes. Souvent on dit qu'on est mal chaussé, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Et en fait, ils ont créé un truc qui devrait, à mon avis, exister dans toutes les boîtes, qui est le fait d'avoir une track manager et une track expert. Parce que le grand drame du management, c'est qu'on promeut des gens
en tant que manager, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, parce qu'on ne sait pas exactement comment les faire monter dans l'organisation, autre que le management. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément envie ni la fibre pour être manager à des postes de management, et ils auraient été très bons sur les métiers techniques, sur leur expertise sur laquelle ils étaient au départ. Et peut-être qu'ils préféreraient faire ça aussi. Et donc Lucas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une track manager et une track expert. Et donc c'est deux choses et qui permettent de se développer, d'augmenter sa rémunération et de rester dans l'organisation pendant des années, mais qui sont séparés. Et donc on n'oblige pas un expert à devenir manager. Et le manager, il est vraiment dans ce rôle-là, dans cette posture. On ne lui demande pas de faire à côté autre chose. Ce qui permet d'être complètement focus sur ton activité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi passer de l'un à l'autre si tu le demandes. C'est pas figé. Et ça, c'est une boîte qui a 20 ans d'existence, mais qui évolue dans ce monde un peu des startups quand même, tu vois, et qui arrive du coup à avoir des gens qui se projettent pendant des années et de ne pas avoir le turnover habituel de je fais 2 ans et puis je me casse parce qu'en fait j'ai fait le tour et en fait si je veux prendre un gap de salaire, il va falloir que je fasse autre chose dans une autre boîte. Donc je les trouve très bien. Ok, intéressant. Et là, toi, si tu devais chercher un emploi dans une boîte en Europe en tant que salarié, dans quel pays t'irais? Enfin, est-ce qu'il y a un pays qui t'attire plus justement parce qu'il y a des pratiques sympas dans le monde du travail ou, Je cherche pas d'emploi, hein. Je cherche pas de job. Oui, mais si Moi, jamais. je veux surtout pas. Non, mais Pourquoi d'ailleurs tu veux surtout pas? Moi, je m'éclate en tant qu'indépendant. Ouais. Je pense que je serais un mauvais manager. J'aime pas tellement ça, en fait. J'adore bosser avec des gens qui sont déjà au niveau et j'ai pas envie de prendre le temps de les faire grandir moi. Et ça me correspond pas, en tout cas. Et j'ai besoin d'aller trop vite et je pense qu'en fait, mon rythme pèserait sur les gens avec lesquels je travaillerais qui n'auraient pas envie d'avoir le même rythme que moi. Donc je cherche pas à recruter du tout. Mais si jamais je devais, en tout cas, aller dans un pays sur lequel c'est intéressant, moi j'ai adoré les pays scandinaves. Pour quelle raison? En fait, alors, non, en fait, je te dis une connerie. J'ai pas envie d'aller là-bas. C'est dur parce qu'en fait, je choisirais jamais un pays pour sa politique RH. En fait, moi, j'ai envie d'aller à Lisbonne parce qu'il fait beau, il y a des vagues. J'ai pas envie d'aller. Non, parce qu'en fait, je réfléchis, tu vois, les pays scandinaves, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas les démonter pour rien. Je réfléchis. Bon, après, tu peux me dire qu'il n'y a pas de pays parfait aussi. Non, mais en fait, il n'y a pas de pays parfait et surtout, je ne bougerai pas dans un pays pour une politique RH. Les pays scandinaves, ils sont attirants parce qu'ils ont un équilibre pro-perso qui est hyper développé. Mais en même temps, moi, quand j'y étais, j'avais le sentiment que c'était justement, tu as tellement la recherche d'un équilibre que ça peut devenir pesant si toi, tu n'es pas dans cette forme de travail-là. Et donc, typiquement, le fait que la journée de travail s'arrête à 4 heures parce qu'après, la vie sociale démarre, tu as des gens dont le rythme, c'est pas celui-là, en fait. Moi, mon rythme, c'est plutôt de commencer à 10 heures le matin et ça ne me dérange pas de finir plus tard le soir. Et parce que voilà, c'est un rythme différent. Et je trouvais que c'était un peu rigide parfois de ce point de vue-là. Après, à côté de ça, c'est formidable. Tu as des congés parentaux qui durent des ça, c'est mois. pour ça qu'on les met vachement en avant aussi, notamment. Donc, c'est formidable. Mais chaque pays, tu vois, je pense, a son lot d'avantages et d'inconvénients. Et si je devais bouger, ce serait plutôt au Portugal. Pour le plaisir des vagues et du soleil, que pour la politique RH, je ne connais pas bien d'ailleurs. Ça marche. Là, on parlait des pays scandinaves sur tout ce qui est vie pro, vie perso, qui peut-être en France met un peu plus de temps à venir. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être pratiques comme ça qui n'existent pas en France, mais par contre que tu as vu ailleurs? Je pense qu'il n'y a aucune pratique qui est vraiment duplicable, réplicable de la même façon. On ne peut pas copier-coller quelque chose qui fonctionne pour une boîte, pour une autre, parce que chaque culture d'entreprise est hyper singulière. Et une bonne pratique, tu vois par exemple ce qui a fonctionné pour Apple, c'est la culture du secret, c'est la rétention d'informations. C'est pas quelque chose qui pourrait marcher dans d'autres boîtes qui ont une super culture de transparence ouverte. Et est-ce que la transparence aurait marché chez Apple? Je suis pas sûr. Et ces deux façons de faire, et chacun va se reconnaître, tu vois. Et le but d'une culture, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire aux bonnes personnes. Et les boîtes d'ailleurs que j'ai vues qui sont les plus intéressantes, enfin qui sont les plus pionnières, elles assument le fait de pas plaire à tout le monde. Tu vas chez Patagonia, tu sais globalement que les gens sont plutôt sportifs, sont plutôt dans une ambiance écolo et vont avoir des loisirs qui vont avec et des prises de position dessus. Si tu ne te reconnais pas dans ces idéaux-là, tu vas pas y aller, quoi. Et en fait, c'est une culture forte qui est assumée dès le recrutement. Et je pense que c'est ça la clé pour faire des bons recrutements, c'est d'avoir une culture forte et de l'assumer, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Une boîte, j'ai vu des boîtes, tu vois, par exemple, alors Mentimeter en Suède, mais à côté de Nantes, on a Proginov. C'est deux boîtes pour lesquelles, en vrai, 90%, 95% des métiers pourraient être en télétravail. Ils ont fait le choix d'avoir une culture forte, présentielle, sur site, qui est assumée.
Et c'est des boîtes qui ont Tous les jours, chacune, enfin, full. ouais, Ok. à part si tu as vraiment un cas très particulier, il y a du bon sens qui est là-dedans quand même. Mais sinon, c'est proscrit. Tu fais pas de Ok. télétravail. Alors, tous les métiers pourraient le faire. Et dans le cas de Progenov, en plus, ils sont à 20-25 minutes du centre-ville, tu vois. À Stockholm, là, ils étaient en plein centre, même Timeter. Mais c'est un choix fort. Et tu es sur des métiers qui sont pénuriques, sur lesquels les gens cherchent un confort de vie. Et on sait que c'est très compliqué de recruter quand les gens ne veulent pas de télétravail. Et c'est des boîtes pour autant qui n'ont aucun mal à recruter parce qu'elles ont une culture qui est très forte, mais Ok. c'est assumé. Et quand tu vas là-bas, tu sais pourquoi tu vas en fait. Et ça, je pense que c'est la clé. Et les boîtes qui, peut-être il y a 5-10 ans, avaient une communication qui était un peu lisse parce qu'on ne voulait pas faire trop de vagues, on ne voulait surtout pas risquer d'être critiqué pour X raisons. Donc on a essayé de mettre un peu tous les mots-clés qui rassuraient. Et en fait, c'était un fourre-tout. Bah, du coup, tu te reconnais pas là-dedans et tu postules à cette boîte-là, mais tu pourrais aussi postuler à 10-15 autres et tu n'as pas tellement, en tant que candidat, une appétence toute particulière et tu t'en fous un peu à la fin. Et là, je vois des boîtes de plus en plus qui, dans leur communication, mais du coup dans leur culture, parce que la communication elle vient de là, prennent des positions sur des sujets de culture interne, des sujets plus externes aussi, et qui s'engagent sur une façon d'être qui va être toute particulière et qui, à mon avis, a beaucoup plus de sens pour attirer les bonnes personnes qui, à la fin, seront dans la boîte épanouies et pourront envisager d'y rester des années, quoi. Est-ce que, au contraire, tu as en tête des fails RH un peu croustillants à partager, même de retours de personnes que tu as rencontrées où toi, tu analyses le fait que vraiment ça n'a pas marché, quoi. Ouais, oui, excellent. Alors, mais je vais pas citer la boîte, mais mais je vais quand même l'expliquer. Il y a plein d'initiatives RH qui sont formidables et donc souvent quand on est un patron un peu novateur, on se dit bah, je veux tester ça chez moi. Et donc moi j'ai en tête le cas d'une boîte qui fait quelques milliers de salariés quand même qui avait voulu mettre en place l'autodétermination des salaires. Ok. Qui est une pratique qui fonctionne dans un certain cadre, quand on est déjà habitué parfois à la transparence, qu'on a déjà été peut-être sur un petit bout de son activité sollicitée, tu as une culture du référendum, de la démocratie participative dans la prise de décision d'organisation. Et quand tu mets ça de but en blanc dans une boîte, bah, tu peux imaginer que les gens vont peut-être s'auto-censurer et il y aura un phénomène où ils ne vont pas en demander trop. Et j'ai en tête le cas d'une boîte qui l'a mis en place, en tout cas qui l'a testé et qui a rétropédé tout de suite parce que les gens se mettaient des fois 4, fois 5 par rapport à leur salaire. Donc c'était juste pas soutenable, ça fonctionnait pas. C'était en fait, il leur demandait à vous combien est-ce que vous aimeriez vous rémunérer et combien est-ce que vous estimez juste de gagner. Et dans la plupart des boîtes où ça a été mis en place, comme les gens sont habitués et sont hyper responsables là-dessus, et ils ont une culture, ils ont déjà en tête peut-être aussi les capacités de la boîte à financer. Et donc, ils font des choix qui sont rationnels. Et on observe que l'augmentation, elle est à peu près de 5% par rapport au prix du marché dans ces boîtes-là. Et dans le cas de cette boîte pour qui ça n'a pas marché, pour laquelle ils ont rétro-pédalé, c'était lunaire et c'était pas soutenable. Mais du coup, ils s'étaient engagés à le faire ou non, c'était juste. Ils avaient dit on va tester. Okay. On va tester. Et ils sont venus en arrière. En fait, et pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui n'avaient pas du tout la culture la culture financière, de savoir comment est-ce qu'une boîte pouvait fonctionner. C'était amené de façon trop brutale et donc ça n'a pas fonctionné. Mais c'est parti d'une bonne initiative. Il y a des exemples aussi de boîtes qui ont mis en place la semaine de 4 jours, mais de façon beaucoup trop rapide, où en fait tu n'as pas eu une phase de test, tu n'as pas laissé le temps à chacun de se réorganiser, de voir quel projet est-ce que tu laisses tomber, comment est-ce que tu priorises aussi, comment est-ce que tu accompagnes les gens dans leur nouvelle organisation sur 4 jours plutôt que 5, et qui pareil du coup rétro-pédale en disant la semaine de 4 jours ça marche pas dans ton cas de figure, dans la façon dont tu l'as mis en place. Ça marche aussi pour d'autres boîtes. Ouais, ça, faut bien préparer le terrain quand on fait des mesures comme ça pour que les salariés et tout le monde suive, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, la semaine de 4 jours mal mise en place, ça peut être vécu comme une intensification du travail. Parce qu'en fait, ce que tu faisais avant en 5, tu le dois faire en 4, mais on t'accompagne pas sur la façon dont tu peux être plus productif, plus organisé. Et du coup, c'est un fail et les équipes peuvent se redemander à revenir à 5 jours alors que généralement, c'est plutôt l'inverse. Du coup, par rapport à un peu tout ce que tout le monde, enfin toutes les personnes que tu as rencontrées et les entreprises, est-ce que, voilà, selon toi, à quoi pourrait ressembler ou devrait ressembler les RH en France dans 10 ans? Est-ce que c'est possible de prédire ou en fait il y a tellement de changements rapidement que… Impossible de prédire dans 10 ans. En revanche, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ce qui est déjà bien avancé aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ça devient une fonction stratégique. Ça, je pense qu'on l'a vu et on a pris conscience avec la crise du Covid, où les RH, qui étaient une fonction dite support, ont été consultés tout de suite, surtout parce que la ressource qui était menacée, c'était l'humain pendant le Covid. Et donc, ils ont eu à avoir des conseils stratégiques donnés. Ils siégeaient à toutes les prises de décision importantes pour l'organisation. Et ils ont pris ce rôle. Et dans toute la multitude de crises qui vont être vécues par les organisations,
en matière de transition climatique, de transition démographique, de pouvoir d'achat, de réglementation, tout ce que tu veux, et toutes les crises qui se conjuguent, les RH sont au cœur de tout ça. Et donc, ils vont avoir des décisions qui sont stratégiques, et je pense un rôle beaucoup plus opérationnel aussi. Et on peut espérer beaucoup moins de temps passé sur des choses administratives, parce qu'on a des outils qui se développent, il y a tellement aujourd'hui d'outils RH, et peut-être un espoir avec de l'IA pour arriver à dégager une partie du temps qui était alloué à des tâches administratives, et réserver ce temps-là à des actions de terrain, à être proche. On parle des HRBP, Business Partner. En fait, c'est être vraiment sur le terrain et comprendre pourquoi telle équipe a besoin de telle formation sur ce format de learning en particulier, parce que c'est ces contraintes-là qu'elle est en train de vivre en ce moment. Et ça ne sera pas du tout la même chose dans 3 mois, mais si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas trop le savoir. Et donc, c'est une fonction stratégique et opérationnelle, à mon avis, qui se profile dans les prochaines années. Ok, et tu sens que les entreprises, du coup, elles font plus attention peut-être à faire grossir ces équipes-là ou à mettre en place vraiment une vraie structure RH plutôt qu'avoir une personne qui gère un peu tout et voilà. Enfin, est-ce qu'il y a du travail là-dessus aussi qui s'est fait? Je dirais que ça dépend de la taille de la boîte. Tu as quand même cet écueil, tu vois, de dire ouais, le RH, c'est pas le premier job qu'on recrute. Tant que tu n'es pas dans une situation critique où tu passes 30 ou 35 personnes, tu as un DRH externalisé qui peut être très bien, c'est ton cas. Au bout d'un moment, ça devient un peu un sujet. Moi, j'ai en tête des boîtes de 100 personnes où il n'y a pas encore de RH, c'est le dev qui gère les machins et tout. Tu te dis, bah, ça existe encore aujourd'hui, quoi. Ça peut exister encore, et je pense que ça va exister de moins en moins parce qu'il y a des contraintes qui vont être tellement fortes qu'on aura besoin de RH assez rapidement, et dès que tu vas passer 20 personnes max, tu vas devoir recruter, quoi. Donc c'est un métier qui va recruter plus dans les années à venir, peut-être. Peut-être, et en fait c'est un métier qui est intéressant aussi parce que quand tu es 20 personnes, tu as moins de trucs à faire que quand tu es 100 évidemment, mais du coup tu as peut-être toute une culture à créer aussi, et ton job à 20, dans une boîte de 20 en tant que RH, il est fascinant parce qu'en fait tu dois tout faire autant sur la culture d'entreprise que sur des choses très concrètes de salaire, de paye de fin de mois, que toute notre mine, il y a tellement de choses à gérer. Si un jour tu étais ministre du Travail, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je commencerai et je crois que ça arrive, la transparence totale des salaires. Parce que je ne vois pas comment on peut être patron d'une boîte et décemment se balader dans ses équipes et se dire qu'on gagne 1000 ou 1500 fois plus que le salaire moyen. Et c'est la moyenne, en tout cas dans les boîtes du CAC 40, on est à 400 en moyenne. Donc je pense que la première mesure, ça serait ça, et de définir ce seuil de satiété économique des dirigeants assez rapidement. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis plutôt pour qu'on légifère pas trop sur le travail, parce qu'il faut laisser ce cadre-là aux entreprises. Et j'aime bien l'idée, tu vois, de se dire qu'il y a des boîtes qui vont être en semaine de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. Et en fait, pourquoi pas de 6 jours aussi pour certaines. J'aimerais bien qu'on légifère pas trop parce que je trouve ça hyper intéressant de laisser le cadre à chaque boîte, de créer aussi sa propre convention collective et de discuter à un niveau qui est plus local et adapté à son marché, à son activité. Et j'ai en tête, tu vois, la semaine de 4 jours. C'est marrant parce qu'il y a très peu de jurisprudence, il n'y a pas grand-chose qui encadre le légal dessus. Et c'est aux boîtes de complètement créer la façon dont elles le font et ça marche très bien comme ça. Donc moins il y aura de contraintes légales là-dessus, plus je trouve ça très chouette. Il y a un sujet sur lequel on pourrait bosser en revanche, c'est peut-être tout le monde au courant quand tu signes un contrat de 35 heures, c'est jamais 35 heures chaque semaine. Et d'ailleurs, en vrai, dans la plupart des métiers, à moins que tu sois sur du présentéisme, où tu dois être présent à une heure fixe parce que tu ouvres, je sais pas, une boutique par exemple, ça n'a pas de sens de contrôler le temps de travail. Ce qui a du sens, c'est de contrôler les projets. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de reconnaître qu'il y a une forme de saisonnalité dans ce qu'on fait. Et que tu as des moments, sur des métiers de comptable par exemple, mais j'ai en tête aussi, tu vois, j'en ai parlé avec Ubisoft qui sort des jeux vidéo, tu as des moments dans lesquels c'est hyper intense. Et en fait, c'est pas des journées de 6h30, 7h. Tu fais des journées peut-être de 8-9 heures. Et c'est des semaines peut-être de 6 jours. Mais c'est OK si le mois d'après ou la semaine d'après, ça se calme. En fait, ça se calme, mais c'est des semaines de 2 jours, tu vois, et c'est des journées de 4 heures, parce que, en fait, quand tu es comptable, tu as passé la grosse période fiscale, parce que tu as passé, en fait, la fin du mois où les salaires ont été payés et les bilans, tu vois, ça a été fait. Et accepter cette saisonnalité et avoir cette granularité qui est laissée, je pense que ça serait déjà le fait, parce que c'est déjà le cas en réalité, et le fait de le dire et de l'accentuer et de prévenir, tu vois, les risques psychosociaux qui peuvent y avoir liés à cette charge de travail, et en tout cas ce côté fluctuant, je pense que ça aurait plus de valeur que de faire l'autruche et de dire signe ton contrat, et en fait en réalité tu as des semaines qui sont chill, des semaines qui sont hyper chargées, et c'est pas ce qui se passe, et tu te dis il y a un énorme décalage du coup entre ce que tu signes comme contrat et la réalité de ce que tu vis au quotidien. Merci Samuel du coup pour cet échange, on a appris plein de trucs, plein de petites pratiques aussi qui se font en dehors de la France ou dans certaines entreprises. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci.